Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle webconférence organisée par VK en partenariat avec la Casden Banque Populaire, la banque coopérative de toute la fonction publique, bien connue pour sa proximité avec les agents publics. La Casden parraine un cycle de plusieurs webconférences, dont celle-ci consacrée aujourd'hui à la loi de transformation de la fonction publique et plus précisément son impact sur la gestion des ressources humaines. Notre volonté, grâce à nos deux intervenants, est à la fois de décrypter ce texte, du moins en partie, car en une heure, il nous fallait choisir, au risque de survoler le sujet, mais il est aussi d'aborder l'esprit de la loi, c'est-à-dire avec quelles lunettes il faut la lire à chaque fois, autant que possible, et quel impact sur la fonction publique de demain, mais aussi très directement sur vos métiers, particulièrement dans les services RH. En effet, une transformation a déjà été entamée avec les lois Amertam, NOTRe et sur le redécoupage des régions. Il est donc logique que la fonction publique s'adapte à cette nouvelle organisation, mais la question se pose aujourd'hui, en attendant les décrets et les ordonnances, comment, selon nos intervenants, cette loi dite de transformation transforme effectivement et à nouveau la fonction publique. Autre question, à la différence des textes précédents, très encadrés, ce texte-là n'est-il pas plus ouvert et moins contraignant? Enfin, quand il s'agit de ressources humaines, on a le sentiment, peut-être plus chez certains élus, qu'il s'agit plus de moyens humains que de ressources humaines. En d'autres termes, qu'il s'agit encore trop souvent de masse salariale et de coûts. Or, plus que d'habitude, ce texte met l'accent sur la fonction employeur et sa responsabilité. Nous nous posons la question, cette mise en avant de la fonction employeur n'est-elle pas un aspect vraiment novateur du texte? Pour aborder ces premières questions, puis rentrer dans des questions plus techniques, et surtout pour répondre aux vôtres, deux intervenants, Jean-François Verdier. Jean-François Verdier a été notamment directeur de cabinet du ministre de la Famille, puis au ministère des PME, puis au ministère de la fonction publique. Il a été pendant à peu près 5 ans, notamment directeur général de la fonction publique et co-auteur récemment du rapport sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique. Samuel Diens, avocat au barreau de Nîmes, associé gérant au cabinet Goutal, Alibert et Associés, maître de conférences associées à l'Université de Nîmes, ex-directeur général adjoint DGR, des services du Conseil général à l'époque du Gard, vous aviez été d'ailleurs DIRCAB, et membre du comité scientifique de l'Association des juristes des collectivités locales, dont vous avez été président à une époque. Et je m'appelle Hugues Périnel, je suis journaliste, médiateur et anime un réseau qui s'appelle le réseau Service Public. Au cours de cette webconférence, vous pourrez poser vos questions via la fenêtre questions que vous pouvez voir dans l'interface GoToWebinar sur la droite de votre écran. Nos intervenants feront leur possible pour y répondre. Restez donc bien connectés. Ensuite, nous vous informons que cette conférence donnera lieu à un enregistrement qui sera mis en ligne et dont le lien vous sera envoyé par mail et dans les jours à venir. Il est temps de vous passer la parole. Peut-être en commençant par vous, Samuel Diens, cette question s'adresse à vous deux, bien sûr, avec une question peut-être plus globale sur ce que j'évoquais comme le mode de lecture de la loi. On a le sentiment que cette loi donne des outils, qu'il reste aux acteurs à choisir de s'en emparer ou pas, c'est-à-dire de choisir en gros quelle fonction publique ils souhaitent avoir demain. Et derrière cette question, quel impact sur le management et les services qui sera, à mon avis, considérable, et quelle est votre analyse? Alors d'abord, sur le terme même de transformation, j'ai envie de dire, cette loi sera ce que les employeurs publics veulent bien en faire. On a affaire effectivement, et on va y revenir avec Jean-François tout au long de la conférence, on a affaire à une boîte à outils dans laquelle on peut piocher en fonction de ses besoins, de ses spécificités, ou des questions particulières qui peuvent se poser. Dans une approche, j'ai envie de dire, très pointilliste, c'est-à-dire avec une lecture disposition par disposition. Mais la question de la transformation, ce sera aussi peut-être, quand on prendra un peu de recul, comme les tableaux pointillistes, pour voir finalement quelle forme cette fonction publique pourra avoir. La loi configurera-t-elle seulement et elle seule cette nouvelle fonction publique? Moi, je n'en suis pas certain. Je le redis, je crois que les utilisateurs de ce texte-là sont aussi au moins responsables que le législateur dans la mise en œuvre de ces dispositions et donc dans une éventuelle transformation, révolution ou nouvelle évolution peut-être tout simplement de la fonction publique. Jean-François, au-delà de l'image picturale, pointillisme proposée, quelle est votre analyse? Oui, je rejoins tout à fait ce que dit Samuel. Je me souviens avoir lu des commentaires un peu ironiques au moment tant de la préparation de la loi que de son vote et de sa publication finale sur le thème
tout ça pour ça, beaucoup de bruit pour rien, le terme de transformation est exagéré. Et en fait, comme le dit très justement Samuel, si l'on rentre dans le texte qui est très touffu, très complet, certains ont dit, un site connu pour ses scoops a même parlé de diable dans les détails. Je ne retiendrai pas évidemment cette expression, mais si l'on prend ce texte morceau par morceau, il y a énormément de choses dans absolument tous les domaines, à part, mais je crois que Hugues, vous l'avez dit, à part les sujets liés à la rémunération. Pour le reste, on peut pratiquement, et de façon vraiment poussée, modifier d'innombrables dispositions actuelles. Et le texte renvoie à de très nombreux décrets. Une bonne partie sont d'ailleurs sur les tables, hein, puisqu'elles ont été remises au Conseil supérieur au pluriel de la fonction publique, des fonctions publiques. Une bonne série d'ordonnances et qui portent sur des sujets non négligeables. Vous avez cité la santé au travail, mais il y en a d'autres. Donc on a affaire, notamment pour ce qui concerne la haute fonction publique par exemple, donc on a affaire là à un texte qui est vraiment extrêmement complet et beaucoup plus ambitieux que certains commentateurs ont pu le dire. C'est vraiment un texte de transformation de la fonction publique. L'ordonnance dont on peut attendre la parution à peu près dans quel délai? Alors, suivant les articles de la loi, le délai dans lequel le gouvernement doit présenter ses ordonnances varie de mémoire entre 6 et 15 mois, je crois, sauf erreur, en fonction des... Après l'apparition de la loi? Absolument, tout à fait. 6 et 15 mois. Peut-être un mot avant de rentrer plus dans les détails sur ce que vous évoquiez, l'impact sur les métiers RH. Oui, incontestablement, si quelque chose doit être transformé, à coup sûr, à mon sens, c'est la fonction RH dans les collectivités. Sur bien des aspects, ceux que nous allons aborder, mais d'autres. Je pense par exemple à la question de la rupture conventionnelle. On ne va pas simplement rentrer dans un outil, il faut aussi conseiller son exécutif territorial. Est-ce qu'il est pertinent? Comment calcule-t-on? Quels sont les coûts induits de ce type de mesures-là? Et donc on voit tout de suite qu'on va rentrer dans une aide à la décision, un accompagnement qui, pour beaucoup peut-être, était déjà le cas de certains DRH, mais qui, par la généralisation de ce type de disposition, va devenir un impératif pour toute direction des ressources humaines, de rentrer pas simplement dans une simple logique de gestion, mais aussi d'accompagnement, d'aide à la décision. On pourrait aussi prendre l'exemple de la réglementation du droit de grève. Enfin, voilà, il y a des tas de sujets dans cette loi qui aboutissent, à mon avis, à une vraie mutation potentielle du métier RH. Une question qui va se poser dans l'ensemble des fonctions publiques. Absolument, les trois fonctions publiques sont impactées. Et au niveau de l'État tout particulièrement, et c'est vraiment la concrétisation pour la direction générale de la fonction publique de son rôle de DRH de l'État, qui à certains égards n'était pas encore totalement entré dans les mœurs, en tout cas parfaitement validé ou balisé. Et ce texte de loi, comme vous l'avez dit, renforce réellement la fonction RH au sein des services de l'État. Et pour un praticien des ressources humaines que je suis ou que j'ai été, c'est forcément une bonne nouvelle. Alors, je propose qu'on rentre un peu plus dans le détail de la loi avec un premier sujet qui est l'élargissement du recours aux agents contractuels. Alors, je dirais que c'est peut-être la partie la plus visible du texte, en tout cas la plus médiatisée, hein, parce que c'est peut-être la plus aussi compréhensible pour ceux qui ne connaissent pas les détails de la fonction publique, mais ce n'est pas forcément celle de la plus lourde de conséquences. Enfin, c'est une question, c'est une phrase que je dis sous la forme d'une question. D'abord, votre analyse, Samuel Guins. Alors c'est vrai que la question du recours aux agents contractuels a occupé les colonnes des différentes gazettes professionnelles et même de la grande presse nationale et parfois même régionale, comme un risque de remise en question du principe statutaire. Je pense que Jean-François y reviendra. La loi n'est pas allée jusque-là. La loi n'est pas allée jusqu'à remettre en question le principe statutaire comme modalité de base finalement du recrutement. Mais à l'évidence, et on va rentrer dans le détail, il y a un élargissement assez conséquent des hypothèses dans lesquelles on peut désormais recruter un agent contractuel en lieu et place d'un agent titulaire. La première de ces illustrations que j'aimerais vous livrer, c'est évidemment la modification de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 qui supprime la mention des emplois de catégorie A qui, avant cette loi, permettait le recrutement d'agents contractuels sur emploi permanent. Désormais, on a supprimé cette référence et par conséquence, l'ensemble des emplois qui relèvent de cet article 3.3, quelle qu'en soit leur catégorie, A, B ou C,
peuvent faire l'objet d'un recrutement d'un agent contractuel. Alors, avec Jean-François, on viendra peut-être tout à l'heure sur les modalités que l'on peut envisager pour procéder à ce recrutement, c'est-à-dire le décret d'application, le décret sur la procédure. On verra que ça peut-être pas aussi simple que ce que la loi, en tout cas dans son principe, pourrait laisser penser, mais il y a en tout cas une nouvelle exception très largement appréhendée sur le recrutement d'agents contractuels sur des postes et sur des emplois permanents. Deuxième illustration de cet élargissement, très clairement, pour les communes de moins de 1000 habitants et pour les EPCI, je cite, de moins de 15 000 habitants, pour tous les emplois de ces collectivités, de ces structures, la possibilité, là aussi, de pourvoir l'ensemble des emplois par la voie du contrat. Petite particularité, peut-être, dans certaines régions de notre pays, il y a un certain succès autour de ce qu'on appelle les communes nouvelles, c'est-à-dire le regroupement volontaire de communes au sein de ce périmètre de communes nouvelles, là aussi pour accompagner, pour faciliter la mise en place de ces structures. Dès lors que la commune nouvelle sera le fruit de la fusion de communes de moins de 1000 habitants, là aussi pendant 3 ans, suivant la mise en place, la possibilité de recruter sur l'ensemble des emplois par contrat. Petite modification de l'article 3-1 qui concerne, lui, les remplacements temporaires de fonctionnaires sur emploi permanent. Là aussi, c'est une hypothèse qui existait déjà. Simplement, on va élargir les cas dans lesquels il sera possible de recruter un agent contractuel pour pourvoir au remplacement momentané d'un agent public titulaire. Ça, c'est sur les recrutements d'agents contractuels de droit commun. Puis, il y a une deuxième hypothèse, ce qu'on appelle les recrutements directs, au titre de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984, recrutement direct sur les emplois de direction, les emplois fonctionnels des collectivités territoriales. Là, l'élargissement se fait essentiellement pour aller au principal sur une situation, c'est l'abaissement du seuil de population qui permet de recruter sur un poste de DGS, de DGA ou de DGST, directement en contractuel. Ces seuils, à l'époque, c'est-à-dire avant la loi de transformation, étaient doubles. 80 000 habitants pour le recrutement d'un poste de DGS ou de DGST et 150 000 habitants pour les postes de DGA. Alors, région, département, ça ne posait pas de difficulté, mais c'était pour les communes et les intercos. Désormais, un seul seuil pour tous ces postes, DGA, DGS, DGST, donc une uniformisation et un abaissement à 40 000 habitants. Donc, dès 40 000 habitants, la possibilité sur les postes de DGA, DGS, DGST de pouvoir directement recruter par contrat. Là aussi est attendu un décret d'application sur l'article 47 qui devrait prévoir une procédure bien plus allégée, on y reviendra probablement tout à l'heure, que celle prévue pour les articles 3 et suivants de la loi du 26 janvier 1984, mais avec toujours cette volonté d'encadrer à minima finalement le choix sur ces postes-là, tout en laissant, on va dire de manière très claire, un pouvoir discrétionnaire sur le recrutement de ces postes-là. Et puis 2-3 modifications concernant le régime juridique de ces contrats, mais peut-être qu'on y viendra dans le cadre des questions. Et puis, ça aussi, on en a beaucoup parlé, pensant que c'était une nouveauté, Jean-François y reviendra, on avait déjà tenté le coup de ce contrat, désormais dit contrat de projet. Et donc, la particularité est d'être lié à la réalisation d'un projet ou d'une mission. Et donc, c'est une durée de contrat qui est fixée de manière très concrète, alors que les autres modalités contractuelles, le terme du contrat est fixé à l'avance, in abstracto, 1 mois, 6 mois, 3 ans, à durée indéterminée. Là, c'est la réalisation du projet ou de l'opération qui va conditionner la durée du contrat. Quelques garanties, bien sûr, pour celui qui en bénéficiera. Au minimum, le contrat sera conclu pour 1 an, avec une durée qui sera déterminée en accord avec l'employeur, mais avec une durée maximale qui sera une durée de 6 ans, avec la possibilité, si le contrat est interrompu avant l'échéance prévue, notamment parce qu'on va abandonner le projet, pour X raisons parfois parfaitement objectives, eh bien, le versement d'une indemnité de rupture anticipée pour l'agent qui a été recruté par contrat. Évidemment, il ne faut pas trahir l'esprit de cette disposition et de ce nouveau contrat. Et donc, la durée du contrat ne peut pas être comptabilisée en vue d'une CDIsation. Évidemment, mais au même titre que l'article 47, aucun droit derrière à titularisation de quelque nature que ce soit sur ces contrats de projet. Mais on le voit, l'idée c'est que ponctuellement permettre à des collectivités qui n'auraient pas forcément besoin d'une ressource ou d'une expertise tout au long
de la carrière de l'agent de pouvoir ponctuellement avoir ce recours à cette ingénierie extérieure, à cet apport, à cette assistance à maîtrise d'ouvrage, mais qui serait intégrée dans les services. Jean-François, sur ce sujet-là, j'ai vu d'ailleurs dans la presse hier qu'il y a un projet de décret sur l'ouverture des postes des administrateurs civils aux contractuels qui avait fuité, c'est peut-être un grand mot, en tout cas qui provoquait un peu d'émoi. Oui, alors, d'une façon générale, c'est vrai que beaucoup d'observateurs, pour employer un terme journalistique, ont noté et ont surtout retenu de ce texte de loi l'élargissement du recours aux contractuels. C'est ce qui a créé probablement le plus d'émoi auprès des organisations syndicales, et c'est ce thème qui a généré l'un des recours, le principal recours auprès du Conseil constitutionnel, en se fondant notamment sur la base de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme. Nul ne peut être recruté selon d'autres critères, etc. Ses vertus, ses talents, etc. Et donc, avec le risque qui était pointé de revenir à une forme de fonction publique du siècle dernier, voire du siècle d'avant, de clientélisme, etc. Alors, je pense qu'il faut là-dessus raison garder. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel a validé la loi. D'une part, contrairement à ce qui avait pu être imaginé avant le vote et avant la présentation même du projet de loi en lui-même, le législateur, le gouvernement, n'a pas touché à l'article 3 du statut général, sans rentrer dans trop de détails techniques, l'article 3 qui pose comme principe absolu que le recrutement de fonctionnaires ou d'agents sur des emplois permanents se fait par la voie de concours, donc de fonctionnaires titulaires. On a pu imaginer à un moment donné, et à ma connaissance, un groupe de travail a même réfléchi à la question d'inverser la règle, dire que le recrutement serait désormais le contrat et l'exception les fonctionnaires, notamment sur des fonctions dites régaliennes, mais ces réflexions n'ont pas abouti et on a le texte que vous connaissez aujourd'hui. Donc, d'une part, ça n'est quand même pas le grand bouleversement que certains pouvaient craindre. D'autre part, les premiers textes qui décrivent les procédures de recrutement d'emplois contractuels verrouille ou en tout cas encadre, verrouille était trop fort, encadre en tout cas assez drastiquement cette possibilité. Donc il y a quand même des garde-fous qui sont posés à la fois par la loi mais surtout par les décrets d'application derrière. Au-delà de cela, et vous l'avez cité, la possibilité donc, de recruter des contractuels, non pas forcément pour des administrateurs civils, mais pour des emplois de direction. Je crois qu'il y en a à peu près au total 3000 qui sont concernés au sein de l'État. Le texte est effectivement sur le point d'être présenté, si ce n'est pas, il y a déjà eu une séance, me semble-t-il, au Conseil supérieur de la fonction publique. Là encore, l'ouverture est assez grande, mais les procédures de recrutement sont à peu près identiques à celles qui se font aujourd'hui, et je ne crois personnel pas une seule seconde un envahissement, si je puis dire, pour reprendre les craintes des administrateurs civils, de contractuels qui viendraient se positionner sur des postes d'emploi de direction. Le directeur, le responsable, le chef de service qui procède à ces recrutements ayant toujours la faculté, le choix, n'étant pas obligé de recruter un contractuel. Donc, on peut imaginer que dans la vraie vie, le recrutement portera plutôt sur les personnes d'expérience que ces chefs de service ou ces directeurs connaissent. Donc, je n'ai pas beaucoup d'inquiétude si je me place dans la peau d'un administrateur civil que j'ai été dans le passé dans ce domaine-là. Pour le contrat de projet, je termine là-dessus, Samuel l'a évoqué. Nous avions tenté, lorsque j'étais cabinet du ministre de la fonction publique, Christian Jacob, à la fin des années, au milieu des années 2000, nous avions tenté de créer ce type de contrat, un contrat de mission, nous l'avions appelé, mais qui, dans sa philosophie, dans son esprit, est exactement ce qui existe aujourd'hui sous la forme de contrat de projet. Je crois réellement que c'est un plus pour des possibilités de recrutement dans la fonction publique et qui sont surtout bien plus en phase avec les modes de travail, le mode de fonctionnement d'une administration moderne. Alors, deux questions plus particulièrement sur ce sujet-là. Une qui est plus précisément sur le contrat de projet, l'autre plus générale. La première, dans le cadre, je la lis, dans le cadre du contrat de projet, si l'opération n'est pas achevée, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, au terme de la durée de 6 ans, le contrat est-il possible de renouveler ou prolonger le contrat, étant donné qu'il est lié à la durée de l'opération? Alors, répondu tout à l'heure. Oui, mais c'est vrai que là, on a une incertitude, parce que le texte affirme, le texte de la loi affirme de manière extrêmement nette que le contrat, en toute hypothèse, ne peut pas aller au-delà de 6 ans. Donc la question sera très probablement de savoir si le dépassement est d'une part objectif, et d'autre part, de quelle durée probable la prolongation du contrat serait éventuellement nécessaire. Et à ce moment-là,
probablement pas au titre d'un contrat de projet, mais au titre d'un besoin occasionnel, par exemple, d'arriver éventuellement à prolonger le contrat dans l'hypothèse dans laquelle on n'aurait pas, au terme des 6 ans, la possibilité d'avoir bouclé l'opération ou le projet qui avait justifié le recrutement de l'agent à ce titre-là. Une autre question qui est une question souvent posée, dont on entend souvent parler, est-ce que cela ne conduit pas à la mise en place d'une organisation parallèlement au statut qu'on pourrait appeler convention collective? L'un comme l'autre. Bon. Oui, alors c'est effectivement une question qu'on peut se poser. On y reviendra peut-être un peu plus tard sur la question des accords négociés dans la fonction publique, qui effectivement peuvent amener à quelque chose qui ressemblerait à des conventions collectives. Donc je crois vraiment que le contrat de projet est un dispositif qui est protecteur pour de nombreux agents. J'avais l'exemple des personnes qui font des fouilles préventives, par exemple, en cas de construction de bâtiments publics, les fouilles archéologiques préventives, qui disposent parfois de contrats de 48 heures, 3 semaines. En termes de précarité, je pense qu'on fait difficilement mieux. Et je pense qu'avoir créé ce contrat de projet, mis en place ce contrat de projet, justement offre quand même une garantie d'une plus longue durée d'emploi. Et elle me semble parfaitement en phase avec la durée que je pourrais qualifier de normale d'un projet, des projets qui durent 6 ans. On peut, à la limite, on peut difficilement les qualifier de projet. Ça devient un travail permanent d'une administration. C'est quand même, on s'éloigne quand même assez sensiblement de l'esprit. Et j'imagine pas que des employeurs contourneraient les règles du statut, les règles d'embauche de fonctionnaires en s'amusant, pour ces mots de terme, à renouveler régulièrement par période de 6 ans indéfiniment des contrats de cette nature. Je suis d'ailleurs pas sûr que le droit européen le permettrait. Et puis une dernière question qui est à la fois personnelle mais qui est intéressante. Pourquoi, si mon fils devait entrer dans le public, lui conseillerais-je de passer des concours? Alors, tout dépend. Je réponds peut-être à Samuel pourra évidemment répondre de son côté. Hein. Je lui conseillerais de passer des concours parce que le statut de fonctionnaire, qui n'est pas si protecteur hein, contrairement à ce qu'on peut entendre, on peut parfaitement licencier des fonctionnaires, etc., ou en tout cas faire en sorte, s'il pose des problèmes, de résoudre ces problèmes. Le statut le permet quand on l'utilise et quand on sait bien l'utiliser. Je lui conseillerais néanmoins de passer un concours pour derrière pouvoir intégrer un statut et un corps qui lui assure un déroulement de carrière. Alors, ce n'est pas un emploi à vie, mais c'est au moins un déroulement de carrière dans un métier qui lui plaît. Le recrutement par voie de contrat est par nature plus précaire, par nature temporaire, même s'il y a des possibilités évidemment de CDIsation au bout de 6 ans. Mais pendant 6 ans, il est difficile à un jeune de pouvoir contracter un emprunt, par exemple, pour acheter une maison ou des choses comme ça, s'il est dans une situation de CDD. Donc le statut me paraît en tout cas présenter de multiples avantages, et qui plus est, les statuts aujourd'hui sont suffisamment souples et permettent de passer d'un ministère à l'autre et surtout d'un métier à l'autre, tout en gardant le bénéfice de son travail universitaire sur une période déterminée, ce qui ne me semble pas du tout choquant. Je reprécise parce que on voit que la personne est très attentive à ce que vous dites, puisqu'elle nous pose la question. Après, en reprécisant sur la valeur des concours, en particulier A+, très difficile. Et c'est vrai que chez les administrateurs territoriaux ou dans d'autres domaines, cette inquiétude est aussi arrivée. Oui, elle est arrivée. Sur le principe, on peut l'entendre. Après, moi, je considère, et j'insisterai sur le dernier élément qu'a soulevé Jean-François à très juste titre, c'est que le statut peut apparaître effectivement parfois un peu lourd ou rigide pour les employeurs. Faut-il encore avoir le courage d'utiliser les ressources qu'il contient, mais il est quand même extrêmement favorable en termes de droits statutaires pour les agents publics, et notamment la question de la mobilité entre fonction publique, mais surtout avec le secteur privé, on va y revenir tout à l'heure, tout en ayant la garantie de pouvoir revenir, excusez-moi l'expression, mais à la maison et en étant sécurisé sur cette carrière qui, quoi qu'il en soit, sera assurée. Et j'ai envie de dire, les concours sont extrêmement durs, oui, mais c'est aussi, si on les réussit, la conséquence qui va avec, c'est-à-dire qu'on s'ouvre un champ des possibles en termes d'affectation et de postes à intérêt, pour l'intérêt général, hein. Enfin là je le dis sans emphase, mais très sincèrement, pour l'avoir été, vraiment avec une capacité à aller sur des postes à responsabilité, qu'on soit au niveau de l'État ou de la territoriale, évidemment en lien avec la dureté des concours qu'il faut obtenir pour ça.
Ce qui n'est pas le cas, je rebondis sur ce que dit Samuel, ce qui n'est pas le cas d'un contrat où vous êtes recruté sur contrat pour un emploi donné. Et donc, une fois que soit le projet est fait, si c'est un contrat de projet, soit il y a une évolution de l'administration, vous êtes dans une situation plus difficile si vous êtes sur contrat avec un statut. Ça permet et ça offre par avance une grande richesse, une diversité, une possibilité de mouvement géographique, fonctionnel, hiérarchique que ne permet pas un contrat. Donc, je ne peux que dire à des étudiants, passer les concours, ils sont certes difficiles, mais c'est assez normal, compte tenu des responsabilités qui sont confiées après aux lauréats de ces concours, notamment les responsabilités envers l'ensemble des citoyens. Donc, il me paraît assez logique que les recrutements soient sévères. Alors, je propose, je dis à nos internautes que de toute façon, c'est un sujet en tant que tel qui mériterait une webconférence à elle seule, donc ça nous donnera peut-être une idée pour une prochaine, mais je vous propose qu'on passe à la deuxième partie de l'analyse du texte sur la reconfiguration du dialogue social et renforcement et des instances et des outils de dialogue social. Alors oui, sur ce deuxième axe concernant le dialogue et les outils du dialogue social, peut-être pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, l'une des mesures qui est probablement la plus importante avec la question des commissions législatives paritaires en termes de structure, c'est la création des comités sociaux, alors qu'ils soient au sein de l'État ou au sein de la territoire de l'hospitalière, c'est le même mouvement, c'est-à-dire l'idée d'une fusion entre les futurs anciens comités techniques, puisque la disposition ne se mettra effectivement en œuvre qu'à partir des prochaines élections professionnelles, donc décembre 2022, fusion donc des futurs ex-comités techniques et CHSCT dans les trois fonctions publiques. L'idée, et je pense qu'on y reviendra aussi, c'est peut-être d'avoir dans une seule et même structure la possibilité de réunir l'ensemble des sujets qui parfois sont des sujets qu'on qualifie entre nous de frontières. Est-ce que ça doit relever du CT? Est-ce que ça doit relever du CHSCT? Pour être tranquille, on va saisir les deux. Parfois, et par expérience, je l'ai vécu, on n'a pas tout à fait les mêmes avis entre ce que va dire le CT et ce que va dire le CHSCT. Et donc, ça met finalement l'administration employeur dans une complexité assez forte. Donc, de manière très précise, obligation d'avoir un comité social dans les structures de plus de 50 agents. Idem évidemment pour les centres de gestion, pour les collectivités affiliées. La possibilité de mettre en place, et on retrouve là ce qui se faisait déjà avec les CT, les CHSCT, la possibilité de mutualiser un comité social entre, par exemple, plusieurs communes ou une commune avec ses établissements publics, commune CCAS par exemple, mais de la même manière au sein d'un EPCI, avec certaines des communes membres ou toutes les communes membres, l'EPCI et les établissements publics qui sont rattachés à ces différentes collectivités. Donc on le voit, une véritable capacité. Là aussi, on donne des outils. Alors après, ça peut aboutir effectivement à une certaine complexification locale des dispositifs de participation des organisations syndicales, mais l'objectif, c'est aussi de donner les leviers pour permettre une véritable adaptation à la réalité institutionnelle et administrative de chaque structure. Pour que le volet santé, hygiène et conditions de travail soit prise davantage au sérieux encore, la loi prévoit que dès que vous franchissez le seuil de 200 agents, vous avez l'obligation d'avoir au sein de votre comité social territorial une formation spécialisée, dit le texte, spécialisée dans ces questions précisément de santé, sécurité et conditions de travail. En deçà de ce seuil de 200 agents, c'est une faculté qui est laissée aussi aux administrations de pouvoir mettre en place cette formation spécialisée, quand bien même elle n'atteindrait pas ce seuil de 200 agents, mais parce qu'il y aurait des risques dans la structure qui justifieraient une préoccupation particulière et donc qui serait traduite par la création de cette formation spécialisée. Là aussi, on permet une adaptation très large du dispositif. La loi prévoit la possibilité d'avoir une deuxième formation spécialisée dans certaines collectivités, dès lors que là aussi des risques particuliers existeraient. Prenons l'exemple d'un département qui, par principe, dans son comité social territorial, devrait avoir cette formation spécialisée. Là, on peut parfaitement imaginer une seconde formation spécialisée qui, par exemple, pourrait porter sur les risques spécifiques qui existent au sein des directions des infrastructures ou des directions liées à l'entretien de la route, avec des problématiques santé et hygiène au travail particulières par rapport à d'autres. Au niveau des compétences
de ces futurs comités sociaux. J'ai envie de dire, c'est d'abord la réunion des différentes compétences qui appartenaient au CT et au CHSCT, mais pas seulement. Il y a aussi un certain nombre de compétences qui ont été ajoutées. Peut-être qu'on y viendra aussi peut-être dans les questions, mais je prendrai un seul exemple. Alors qu'il était prévu à l'origine d'éventuellement intégrer un droit à la déconnexion dans la loi, droit qui n'a pas été consacré, vous l'avez vu, à la lecture du texte, eh bien, on renvoie dans les compétences du CST à chaque entité, finalement, dans lesquelles vont fonctionner ces comités sociaux, la possibilité de réfléchir, je cite, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques. Donc, on le voit, on renvoie là aussi à la négociation locale, hein, je vais la qualifier comme ça, pour étendre assez sensiblement les compétences de ces comités sociaux territoriaux. S'agissant maintenant des CAP, avec une réduction, disons-le tout net, drastique, des compétences des CAP, puisque désormais, c'est ce que nous dit la loi, la CAP n'interviendra plus que dans une liste de domaines et de compétences bien déterminée par décret, par la loi déjà, une partie, par décret ensuite, on viendra sur le projet de décret. Pour le dire de manière très simple, on va se recentrer sur les véritables décisions les plus dures de conséquences pour les agents publics, ce qui peut avoir, et je laisserai Jean-François intervenir dessus peut-être, mais qui va avoir très probablement un effet sur le climat du fonctionnement de ces commissions administratives paritaires. Notez bien, et j'en termine sur cet aspect des CAP, que la réduction des compétences de la CAP, évidemment, c'est dans le statut, au sens strict du terme, mais pour la territoriale, on retrouve aussi des réductions de compétences de la CAP dont l'intervention a été prévue dans le Code général des collectivités territoriales. Par exemple, dans l'hypothèse de la mise en place de services communs au sein d'une intercommunalité, la loi prévoit la disparition de la consultation préalable de la CAP, voilà, parmi d'autres, et pour que vraiment vous puissiez mesurer le reflux assez net, reflux qui touche aussi les récentes commissions consultatives paritaires, c'est-à-dire à peu près l'équivalent des CAP, mais pour les agents contractuels, puisque là aussi, on a un reflux des interventions de ces commissions consultatives et surtout la disposition de la loi qui prévoit que désormais, il n'y aura plus qu'une seule commission consultative paritaire, toute catégorie d'emploi confondue, alors qu'on en avait 3 jusqu'à présent. Et depuis peu d'ailleurs, puisqu'il a fallu les mettre en place en décembre suite aux élections professionnelles. Sur les outils, quelques mots sur le rapport social unique qui vient remplacer le rapport sur l'état de la collectivité et que la loi généralise à l'ensemble des administrations soumises à la loi du 13 juillet 83. Donc on le voit là, la loi commune, hein, quelle que soit la fonction publique concernée, et donc là une disposition d'ordre général. Ce rapport social unique a vocation à rassembler toute une série d'éléments et de données, donc une dimension principalement informative, mais à partir des données sur lesquelles le rapport social unique va tabler, et la loi prévoit 14 domaines qui doivent être renseignés dans ce rapport social unique, donc ça va être un gros travail pour les directions des ressources humaines. Insister sur le fait que toute une série d'indicateurs devront contenir des données dites sexuées. On voit déjà l'amorce des dispositions qu'on trouve en fin de loi sur l'égalité femmes-hommes. Quel est l'état des lieux, finalement, en termes de rémunération, en termes d'avancement, en termes de recrutement, de temps de travail, d'articulation vie professionnelle, vie personnelle. Donc, on le voit là, toute une série de données pour avoir une photographie dans la collectivité de ce rapport femmes-hommes sur toute une série de situations statutaires extrêmement importantes. Ce rapport unique devra être adopté par l'Assemblée délibérante après avis du comité social territorial. Et surtout, ce qu'il faut bien noter, c'est que les données qui vont servir de base à l'élaboration de ce rapport social unique devront être en accès libre, encadré bien sûr, parce que certaines données seront à protéger, mais un accès libre pour les organisations syndicales membres du comité social territorial. Donc, ce n'est pas simplement la communication sur le rapport, c'est assez logique hein, finalement, mais c'est aussi la communication et le libre accès aux données qui servent à l'élaboration du rapport. Sur la base de ces données, seront construites les lignes directrices de gestion. C'est là-dessus qu'on reviendra dans la discussion parce que c'est pas vraiment une nouveauté. Les lignes directrices, au sein de l'État notamment, on a commencé à travailler sur ces sujets-là. Je pense par exemple au ministère de l'Intérieur. Mais c'est une nouvelle philosophie sur laquelle nous reviendrons parce que c'est dans l'esprit du législateur aussi une forme de compensation de la suppression de l'intervention préalable des CAP. Donc on verra qu'il s'agit de
d'encadrer finalement le pouvoir discrétionnaire dans un certain nombre de décisions importantes en termes d'avancement ou de promotion. Et donc, ces lignes directrices de gestion, c'est l'engagement a priori de l'employeur public sur les critères qu'il mobilisera et qui serviront d'analyse et à l'instruction des situations individuelles en matière, donc je le redis, d'avancement, de promotion, mais pas que, pour afficher à l'avance, puisqu'il faudra qu'elles soient communiquées aux agents publics, communiquer à l'avance les critères qui feront l'objet de l'instruction, très concrètement, de ces demandes d'avancement ou de promotion, si on prend cet exemple-là, et qui permettra à l'agent qui n'aurait pas été retenu de pouvoir apprécier si on lui a bien appliqué les critères. Et on voit là, si ce n'est une zone contentieuse, une zone accidentogène assez nette qui, à mon avis, se profile. Et puis, deux, trois mots sur les accords négociés. Alors, nouvelle génération, pourquoi? Jean-François le redira bien mieux, puisqu'il était au cœur du dispositif, mais c'est déjà dans la loi de 83, les accords négociés, c'est l'article 8 bis de la loi du 13 juillet 83. La loi de transformation prévoit une habilitation du gouvernement, c'est l'article 14 de mémoire de la loi de transformation, habiliter le gouvernement à légiférer sur le domaine des accords négociés de nouvelle génération, avec un élargissement des domaines et du périmètre, certes, mais surtout, le point clé, c'est comment donner valeur juridique contraignante à ces accords négociés, alors qu'on le sait, la négociation, la transaction sur les dispositions statutaires est loin d'être aisée dans notre droit et surtout dans la jurisprudence administrative. Avant de passer la parole à Jean-François, deux petites questions qui nécessitent à mon avis des réponses rapides. Auprès de quels organismes les collectivités se référeront pour les avancées de grade et les promotions internes? Centre de gestion ou elle-même? À quelle fréquence devrait être produit ce rapport? Je pense que c'est le rapport social unique. Annuel. Réponse annuelle. Voilà, deux questions, deux réponses. Jean-François, par rapport aux propos de Samuel Liens, peut-être, évidemment, les points que vous choisirez, mais deux points en particulier, notamment sur le climat des CAP, qu'évoquait tout à l'heure Samuel, et puis peut-être sur les accords négociés nouvelle génération. Alors, je vais répondre à vos deux questions. Évidemment, oui. je commence pour reprendre l'ordre qu'a évoqué Samuel. Ça n'est clairement pas la partie du texte qui a enthousiasmé le plus les organisations syndicales. La refonte, la reconfiguration du dialogue social, on le sait et ils l'ont dit. La fusion CT-CHSCT n'était pas de la part des organisations syndicales la crainte d'une diminution du nombre de permanents ou je ne sais quoi. C'était une crainte qui nous a été, quand je dis nous, c'est la parlementaire avec laquelle, Charlotte Lecoq, avec laquelle j'ai pu faire ce rapport santé au travail pour le Premier ministre. Les organisations syndicales sont revenues dessus. La crainte des fusions des organismes, des instances, CT-CHSCT, c'est plutôt que les sujets de l'ex-CHSCT, des sujets santé et sécurité au travail, soient renvoyés en fin d'ordre du jour. Et c'est une chose assez classique que j'ai connue. Donc, sur ce terrain-là, je ne peux qu'inciter les employeurs publics, ou je le ferai quand je rencontrerai, à placer au premier point de l'ordre du jour systématiquement ces questions de santé et sécurité au travail, pour respecter notamment la volonté du législateur. Sur les commissions administratives paritaires, là encore, il y a du dit et du non-dit. Un non-dit peut provenir, à mon sens, des organisations syndicales qui, je pense, ont clairement vu un risque de perdre d'attractivité dans la mesure où on sait souvent l'adhésion à un syndicat est souvent liée au fait qu'un agent est en situation de pouvoir obtenir un avancement, une promotion et souhaitant être soutenu dans ce qui était autrefois jusqu'à bientôt, ça ne sera plus le cas, les CAP adhérer à un syndicat. Donc il y a clairement, à partir du moment où le syndicat ne peut plus jouer ce rôle, il y a clairement un risque pour eux. Je ne sais pas comment ils le contourneront, mais il y a un autre risque, pour le coup, une difficulté pour les employeurs, c'est le lieu de dialogue social idéal pour traiter les questions individuelles dans l'administration. Et je sais, pour en avoir parlé à nombre d'entre eux, que les DRH, différents DRH au sein de l'État se posent des questions d'ores et déjà et essaient d'y apporter des réponses, dans la mesure où une CAP réduite, comme l'a souligné Samuel, à la simple discussion de sujets négatifs, des recours, de la discipline, n'est pas évidemment le moment le plus favorable ou l'instant le plus favorable pour entretenir un climat social apaisé. Donc il y a vraiment du travail de réflexion à faire et surtout éviter de recréer ce qu'on appelle aujourd'hui les pré-CAP, en tout cas des instances qui seraient obligatoirement consultées systématiquement, quand bien même derrière il n'y aurait plus officiellement une CAP, on recréerait la même mécanique et c'est certainement pas là encore l'objectif du législateur.
Un mot sur les lignes directrices de gestion, comme l'a souligné Samuel, des ministères avaient déjà des ébauches. Ce contre quoi, à mon avis, a voulu lutter le gouvernement, c'est la lourdeur des règles de gestion. On appelle les règles de gestion dans les ministères, qui en fait sont les vrais coupables lorsqu'on accuse le statut d'être rigide. Bien souvent, ce n'est pas le statut qui est rigide, ce sont les règles de gestion d'utilisation de ce statut qu'imposaient les ministères. Donc, fixer des lignes de gestion, des lignes directrices transparentes qui devront être approuvées par les comités sociaux, qu'ils soient territoriaux ou d'administration, je pense que c'est réellement une très bonne chose, même si ça représente forcément un travail technocratique un peu évolué. Sur les accords négociés, donc effectivement, j'ai eu à me pencher sur ce sujet. C'est clairement l'idée de dire on peut faire quelque chose, un dispositif qui ressemble à celui du secteur privé. Donc, vous avez parlé de convention collective tout à l'heure ou d'accords de branche, des accords négociés au plan local. Je crois que la vraie difficulté, et Samuel l'a souligné, c'est qu'il y a jusqu'à présent des jurisprudences du Conseil d'État bien assises qui refusent toute portée juridique, toute valeur contraignante à un accord. Donc aujourd'hui, ce qu'on appelle les accords dans la fonction publique, ça n'est jamais qu'une entente entre bons voisins. Ça n'a aucune valeur juridique, ça ne s'impose pas comme dans le privé à l'ensemble des administrations, si ça n'est pas transformé d'une façon ou d'une autre dans un texte de loi ou un décret. Aujourd'hui, ces accords-là n'ont pas de valeur juridique et jusqu'à présent, le Conseil d'État a refusé de voir une valeur juridique je ne vais pas m'étendre sur les raisons, mais on peut se reporter aux différents arrêts qu'on trouve très facilement sur Internet pour cela. Donc, si on franchit cet écueil, c'est Christian Vigourou pour le Conseil d'État qui va être pilote de ce groupe, si on franchit cet écueil, on peut demain peut-être arriver à une situation qui nous rapprochera davantage du secteur privé. Alors, il y a une question qui est d'ordre général, mais c'est vrai que je ne peux pas ne pas la poser. Sur tous les points que vous avez évoqués, qu'en est-il pour la fonction publique hospitalière dont on parle peu dans cette webconférence et qui en plus est peut-être un petit peu secouée par différentes propositions gouvernementales? Dans le texte de loi, elle est à peu près concernée par toutes les dispositions. Dans le projet de décret pour le recrutement des contractuels sur les emplois permanents, elle a une partie spécifique à part. Les règles sont très très peu différentes de ce qui existe, sauf là dans certains secteurs où préexistaient déjà des modèles d'organisation qui sont consacrés par la loi pour les deux autres fonctions publiques. Mais je ne vois pas de spécificité, en tout cas dans les différents points qu'on vient d'évoquer là, de spécificité particulière pour la fonction publique hospitalière, qui va être confrontée au même défi rigoureusement. Oui, tout à fait. Et puis une dernière question, pouvez-vous rappeler les compétences qui disparaissent au niveau du CAP? Je crois que c'est... Alors en fait, ce sera peut-être plus simple de vous dire ce qui reste, oui. Parce qu'on avait toute une série de compétences. La personne qui pose la question de s'armer d'un stylo. Oui, donc c'est pour ça qu'on va plutôt le faire à l'inverse. Alors, sous toute réserve, c'est-à-dire sous réserve que le décret soit effectivement signé et promulgué en l'état, la loi prévoit d'abord la suppression de l'intervention de la CAP sur toutes les mesures liées à l'avancement et à la promotion. Ça, c'est ce qui est dans la loi. Et dans le décret, on a serait maintenu donc, cette fois-ci, dans la compétence des CAP, les refus de titularisation. Ça va peut-être illustrer ce que disait Jean-François sur les meilleurs sujets pour avoir un dialogue social pacifié. Les questions d'ordre individuel sur le licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après 3 refus de poste qui auraient été proposés. Le licenciement pour insuffisance professionnelle. Évidemment, la CAP reste conseil de discipline pour les sanctions 2e, 3e et 4e groupe. Et puis, on a 2-3 dispositions qui concernent la formation et les refus de formation, plus précisément, puisque, par exemple, un refus de formation pour mandat syndical, le congé de 12 jours rémunéré, celui-ci passerait toujours préalablement en CAP. Le refus d'un congé de 2 jours lié à la formation santé hygiène au travail, idem, passerait préalablement en CAP. Et puis l'hypothèse d'un double refus successif, vous voyez que ça complexifie la disposition, un double refus successif qui pourrait être opposé à la demande de formation d'un agent, formation que l'on retrouve dans la loi du 12 juillet 1984 sur la formation professionnelle des agents territoriaux et qui là concernerait
la plupart des formations, c'est-à-dire les formations à l'initiative de l'agent, les formations de professionnalisation ou les préparations concours à examen professionnel. Donc, en cas de double refus, si le décret était adopté en l'état, il y aurait toujours compétence de la CAP. Mais vous voyez, tout ce qui concerne la question des mobilités, de l'avancement et des promotions, tout ça ne ressortirait plus de la compétence préalable de la CAP. Alors, deux dernières questions sur lesquelles je vous demande si possible des réponses rapides parce qu'il nous reste un quart d'heure. Comment s'assurer de la neutralité des avancements si la collectivité ou l'hôpital est la seule décisionnaire? Elle sera certes une seule décisionnaire, mais je rappelle à celui qui a posé la question que c'est déjà le cas. La CAP ne rend qu'un avis. Et bon, on peut supposer, enfin, j'ose pas imaginer le contraire, qu'il y aura des modalités précises d'échange avec les organisations syndicales, avec les représentants du personnel sur tout ce type de décision. Alors, comme je disais d'ailleurs, à voir comment on le fait, ne pas recréer des CAP, si pour des raisons qui présidaient à leur suppression, enfin du moins la suppression de l'avis, perdure à mon avis, mais en tout état de cause, le caractère décisionnaire de toute façon revient, quoi qu'il en soit, à l'employeur, que ce soit territorial, de l'État ou hospitalier. Sur quel domaine peuvent porter les accords négociés nouvelle génération? Alors, de mémoire, je ne l'ai pas sous les yeux, mais l'article, je crois que c'est l'article 20, fixe une série de dispositions où on retrouve peu ou prou une bonne partie des thèmes qui sont évoqués dans les actuels comités techniques et demain dans les comités sociaux, d'administration ou territoriaux ou hospitaliers. Pas de précision sur ce point-là. Non, c'est tout à fait ça. C'est peut-être aussi une forme de crainte, c'est de savoir finalement qu'est-ce qui va primer. Est-ce qu'on est sur le dialogue social dans les structures habituelles ou est-ce qu'on va pouvoir aller plus loin sur ces accords négociés, mais avec toujours l'incertitude sur leur réelle portée juridique? Alors, dernier point, le renforcement du contrôle déontologique. Alors, c'est peut-être pas là où on attendait particulièrement ce texte. Pourtant, une partie importante qui est consacrée. Elle est dans la continuité des deux textes précédents, particulièrement la loi de 2016. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Alors, ce qu'il y a de nouveau, j'ai envie de dire, c'est d'abord la réalisation d'un objectif que certains parlementaires pouvaient avoir, ou que même certains membres de l'administration de l'État pouvaient avoir, qui consiste à faire disparaître la commission de déontologie. Ça avait déjà été tenté à l'occasion du débat sur la loi Sapin 2. Sur la loi de déontologie, on avait aussi ce type de discussion. Quel était l'élément objectif du débat? Parce qu'après, on peut y trouver d'autres justifications. L'élément objectif, c'était se poser la question, peut-on se permettre d'avoir, sur un sujet aussi important et aussi éloigné de beaucoup de considérations d'opérationnel RH. Je parle de la déontologie, beaucoup moins aujourd'hui, mais à l'époque, c'était cette question-là. Peut-on se permettre d'avoir deux structures qui interviennent sur le domaine de la déontologie? Alors, évidemment, la question, pour être totalement objective, doit permettre de préciser que, d'une part, la commission de déontologie, comme son nom l'indique, concernait la fonction publique, et que la Haute Autorité de Transparence de la Vie Publique, donc la HATVP, qui est une création de la loi du 11 octobre 2013 de transparence de la vie publique, avait dans son portefeuille d'activité, on va le dire comme ça, davantage les élus, les responsables politiques nationaux, quelques cadres, quelques directeurs de structures publiques, mais principalement plutôt, vraiment c'est la pédagogie pour simplifier, plutôt la question des élus et de la politique, et des responsables politiques, mais avec toute une zone de frontière. Et avec cette loi, alors que le gouvernement n'avait pas ça comme objectif, le Conseil d'État, dans son avis sur le projet de loi, s'était même félicité, de mémoire, du maintien de deux structures, la commission d'un côté et la haute autorité de l'autre. Et bien, dans le débat parlementaire, on est revenu sur cette fusion et désormais, il n'y aura plus, puisque la mise en œuvre se fera au 1er février 2020, il n'y aura plus que la haute autorité qui aura bloc de compétences pour les questions déontologiques liées aux élus et personnels politiques et aux agents publics territoriaux. Mais il ne faut surtout pas avoir une vision, j'ai envie de dire, simplement de remplacement de nom, où on pourrait se dire la commission disparaît, la haute autorité reprend en bloc toutes les compétences qui étaient celles de la commission de déontologie. Et c'est là où effectivement on assiste à une très très grande responsabilisation des administrations sur le contrôle déontologique, c'est que la haute autorité ne va pas reprendre toutes les compétences qui étaient celles de la commission de déontologie. Ça sera même un tout petit pourcentage. Alors, on ne va pas faire les Madame Soleil
de supermarché, mais si on est à 10-15% grand maximum de dossiers qui relevaient de la commission et qui relèveront demain de l'autre autorité, c'est probablement un grand maximum. Ce qui veut dire que les 85 ou 90 autres pourcents, ben, le gouvernement et le législateur n'ont pas du tout l'intention que ces dossiers passent sous les radars et qu'on ne les contrôle plus. Au contraire, on va continuer à les contrôler. C'est simplement l'autorité qui va désormais les contrôler, ça sera l'autorité hiérarchique. L'autorité hiérarchique dans l'administration, dans la fonction publique hospitalière, l'autorité territoriale, l'élu, maire, président, dans les structures territoriales. Et c'est là où on va insister un tout petit peu pour bien montrer qu'il y a une... On parlait d'un changement de nature des fonctions RH. Je pense que là, on est en train d'avoir une véritable illustration avec ce contrôle déontologique. Alors, en quoi consisterait ce contrôle? De ce que l'on sait, il y a dans la loi, et de ce que l'on sait des décrets d'application en préparation, il y a 3 grands domaines qui feraient l'objet de ce partage, de ce contrôle différencié entre le contrôle de l'autorité hiérarchique et le contrôle qui serait transféré à la haute autorité. La première des hypothèses, et on le voit là sur l'écran, c'est le contrôle déontologique sur un projet de création ou de reprise d'une entreprise par un agent au titre du cumul d'activités. L'hypothèse est simple, vous avez un agent qui vient vous demander d'exercer à temps partiel son activité, condition depuis 2016 pour pouvoir créer ou reprendre une entreprise, et à cette occasion-là, par principe, on verra quelle est l'exception, mais par principe, c'est l'autorité hiérarchique qui devra, en statuant sur la demande d'accomplir son service à temps partiel, d'analyser la compatibilité du projet de création ou de reprise d'une entreprise avec le référentiel qui était celui de la commission de déontologie auparavant, c'est-à-dire vérifier que, d'une part, le projet de création de reprise ne porte pas atteinte à la neutralité, au bon fonctionnement, à la dignité des fonctions, ne porte pas atteinte à l'un des grands principes déontologiques, d'autre part, fixé à l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983, donc on le voit, dispositif applicable aussi bien à l'État, à la territoriale qu'à l'hospitalière. Et puis, troisième condition, et les premiers retours qu'on a déjà, nous, de nos clients, c'est ça, c'est ce contrôle-là qui va poser problème. En troisième lieu, le contrôle pénal. Que ça ne place pas l'agent qui va créer ou reprendre cette entreprise dans une situation de prise illégale d'intérêt au titre de l'article 432.12 du Code pénal. Et par principe, dans les administrations, ça sera l'autorité hiérarchique, quelle qu'elle soit, selon la fonction publique considérée, qui devra assurer un contrôle préalable. Deuxième élément, le contrôle déontologique sur la situation d'un agent qui cesse définitivement ou temporairement ses fonctions, c'est-à-dire un agent qui part dans le privé, ce qu'on appelle depuis des années, sans que ce soit totalement la réalité technique, le pantouflage. Moi, je préfère parler du départ momentané ou définitif vers le secteur privé. Là aussi, même dispositif de contrôle par principe, c'est l'autorité hiérarchique qui devra apprécier au regard du même référentiel si le lieu d'atterrissage, pour le dire de manière très simple, de son collaborateur, de son agent, ne remet pas en question l'un des 3 axes que l'on a rappelé tout à l'heure sur le service, les obligations déontologiques et le contrôle pénal. Pour ces 2 situations-là, même principe, même exception. L'exception résidera dans l'existence d'un certain nombre d'emplois où là, le contrôle pour créer ou reprendre une entreprise, d'une part, ou pour partir définitivement ou temporairement dans le secteur privé, le contrôle relèvera à ce moment-là de la haute autorité. Ce sont ces fameux peut-être 5, 10, 15% de dossiers dont on parlait tout à l'heure, à vue donnée bien sûr, hein. Ça n'a rien de scientifique, mais pour bien vous montrer la proportion, ces dossiers-là continueront de relever de la haute autorité comme ils relevaient préalablement de la commission de déontologie. Et pour l'immense majorité des autres dossiers, c'est à l'autorité hiérarchique qu'il reviendra de contrôler. Et puis, dernier aspect, un nouveau contrôle déontologique qui est mis en place dans la loi de transformation, c'est le contrôle, alors là aussi parfois appelé, à mon sens injustement ou de manière incorrecte, rétro-pantouflage. On le voit même dans le libellé, ça ne concerne pas que les agents qui sont partis du public dans le privé et qui reviennent, ça les concerne aussi, mais ça concerne également les agents qui arrivent pour la première fois dans le secteur public, et là aussi, logique de contrôle transférée à l'employeur, je dois apprécier ce qu'a fait mon peut-être futur collaborateur dans le secteur privé les 3 dernières années avant son arrivée chez nous dans le public, pour voir si les fonctions vers lesquelles on le destine sont
occupable, si vous me permettez ce néologisme, au regard de ce qu'il a pu faire, au regard des intérêts qu'il a pu avoir dans telle ou telle entreprise ou dans telle ou telle activité libérale, par exemple. Est-ce qu'il est finalement apte, et pas simplement statutairement, mais aussi du point de vue déontologique, à occuper ces fonctions-là? De la même manière, un tout petit nombre de postes relèveront du contrôle direct de la haute autorité. Là aussi, donc on le voit, droit commun, contrôle de l'autorité hiérarchique, à titre d'exception, un tout petit nombre d'emplois dont la liste devrait être fixée dans un décret qui commence un petit peu à circuler aujourd'hui et qui effectivement réduit à très peu de choses la compétence future de la haute autorité sur ce contrôle déontologique et donc par de conséquence une responsabilisation très lourde, très forte des employeurs publics. Jean-François, sur ce point du renforcement du contrôle déontologique? Alors, deux, trois réflexions. D'une part, je pense qu'on peut être satisfait dans le monde de défiance envers l'autorité d'une façon générale, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, de voir des dispositions qui renforcent les contrôles, renforcent la prévention des conflits d'intérêts. Tout ça est positif. À titre alors, purement personnel, pour le coup, je ne peux que regretter la fusion de la commission de déontologie et celle de la haute autorité, comme d'ailleurs le Conseil d'État s'était exprimé en ce sens, et comme lorsque j'étais autrefois directeur général de la fonction publique, j'avais aussi vigoureusement lutté contre cela, parce que j'estime que c'est entretenir la confusion dans l'esprit de nos concitoyens que les fonctionnaires et les élus, c'est pareil. C'est pas vrai, ce n'est pas le cas. Il y a une infime minorité de fonctionnaires qui s'engagent dans la vie politique, notamment dans des postes électifs, hein, que ce soit parlementaires ou locaux, et laisser entendre que c'est la même instance qui va traiter les cas de façon indifférente, je pense que c'est entretenir cette confusion qu'on a vue au moment de la crise des Gilets jaunes, où l'expression, le mot, le terme « il » employé de façon générale contre toutes les mesures considérées comme négatives, mélangeait allègrement les fonctionnaires et les élus. Il y a un sociologue américain qui a très bien étudié cette fonction du « il » dans la société française dans les années 70. Donc, le bémol que j'apporterai à ce bémol ou à cette critique, c'est ce que soulignait Samuel, c'est qu'effectivement, maintenant, ce sera dans la majeure partie des cas l'autorité hiérarchique qui jugera de la compatibilité ou non, de l'absence de conflit d'intérêts. Ça n'est qu'en cas de doute qu'elle saisira la haute autorité. Donc, je trouve que là, pour le coup, c'est une responsabilisation, c'est plutôt une très bonne chose. Ensuite, c'est évidemment, on le verra qu'à l'usage, puisqu'elle rentre cette disposition ne rentre en vigueur qu'à compter de mars 2020, si je ne me trompe pas. On verra petit à petit la jurisprudence, si je peux employer ce terme, de la haute autorité et la façon dont elle peut traiter les situations relatives, les quelques situations relatives à des fonctionnaires, l'essentiel de son activité restant quand même centré autour de la question des élus. Donc voilà, donc c'est ce que je pouvais dire sur ce point. C'est une bonne chose, je regrette juste cette fusion des deux autorités, mais il fallait de toute façon faire quelque chose pour la commission de déontologie qui, depuis les nouvelles dispositions introduites par un gouvernement précédent, avant 2017, a été littéralement noyée sous les dossiers pour, je ne dirais pas pour tout et n'importe quoi, ce serait trivial de ma part, mais des dossiers qui, à l'évidence, ne relevaient pas de problèmes, de conflits d'intérêts ou d'image de l'administration. Je ne sais plus ce que dit exactement le texte, mais on pouvait faire plus simple sans fusionner. Merci de remettre ces sujets qui peuvent paraître techniques dans la réalité de notre société aussi. Malheureusement, je vais revenir à 2-3 questions techniques. Si un agent quitte définitivement la structure, quelle qu'elle soit, à quel titre contrôler sa nouvelle activité par rapport à sa liberté de travail et d'entreprendre? Pas tout simplement parce qu'il a été un ancien fonctionnaire et que la loi le prévoit. On doit contrôler ce que l'agent a fait les 3 dernières années avant son départ, qu'il quitte temporairement ou définitivement la fonction publique, pour savoir si ce qu'il a fait pendant ces 3 dernières années n'a pas facilité, organisé, n'a pas justifié son recrutement par telle ou telle entreprise ou par tel ou tel cabinet, si on parle d'une profession libérale. Et donc, ce contrôle, il est le même qu'il s'agisse d'un départ temporaire ou d'un départ définitif. Précaution qui ne s'appliquera pas aux contractuels. Ah si. Là, c'est les agents publics au sens le plus large du terme. On ne peut pas parler de liberté d'entreprendre du travail, je ne sais plus quel est le sens de la question de l'internaute. Comme le dit très justement Samuel, on ne peut pas tolérer qu'une personne qui, dans l'administration, a été en position, par exemple, de pouvoir proposer à son ministre d'octroyer une subvention à telle ou telle entreprise ou à la favoriser pour un marché,
dans un cadre légal, mais ayant donné son avis, par exemple, entre 3 candidats à un marché public, ayant dit au ministre, je pense que celui-là c'est le meilleur pour des raisons parfaitement légitimes et objectives, se faire recruter 3 mois après par cette entreprise, ça serait profondément, au-delà du statut, profondément choquant, profondément immoral. Donc il est normal que l'on contrôle. Ça, c'est l'aspect conflit d'intérêts, mais on contrôle aussi, et les fonctionnaires le savent puisqu'ils sont statut. Le statut prévoit également que l'emploi occupé ne doit pas non plus porter atteinte à l'image de la fonction publique, la neutralité, la loyauté, et certains, les anciens le comprendront, ont en tête une vieille histoire d'une personne, d'un fonctionnaire, dont je ne mentionnerai pas son ministère, qui était passé devant la commission de déontologie dans l'optique de créer sa propre entreprise ou de rejoindre une entreprise existante de vente de cassettes pour adultes. Vous voyez le style de cassette. Donc, à l'évidence, ça portait atteinte à l'image de l'administration de savoir que c'était un fonctionnaire d'un rang relativement élevé qui présidait aux destinées de cette entreprise. Donc, ça ne me choque pas du tout et ça n'est pas une atteinte, à mon sens, à la liberté du travail. Alors, deux autres questions, on va essayer d'y répondre rapidement. Qu'en est-il on va voir si quelqu'un qui pose une question liée à une future municipale qui arrive, lorsque le directeur est remercié par une nouvelle majorité et quitte un secteur dont il avait la tutelle. Donc, je pense que ça peut changer. De la même manière. De la même manière. Et on va prendre cette avant-dernière question. Quel est le rôle du référent déontologue dans la décision d'autorité? Alors, ça, c'est une question qui nous permet d'aller un peu plus dans le détail de ce qu'on a pu faire auparavant. Brièvement, oui, sur la procédure. Le référent déontologue aura une place dans la procédure que j'ai qualifiée tout à l'heure de droit commun, c'est-à-dire où le contrôle déontologique, quelle que soit la nature du projet, relèvera de l'autorité hiérarchique. Lorsque l'autorité hiérarchique s'estimera dans l'incapacité d'apprécier précisément, pertinemment, la nature du projet, l'avis du référent déontologue pourra être sollicité. Et si avec l'avis du référent déontologue, l'autorité hiérarchique ne parvient toujours pas à statuer sur la demande de son collaborateur, c'est à ce moment-là, comme l'a rappelé Jean-François tout à l'heure, que la haute autorité pourra également être saisie, mais vous le voyez, à un 3e niveau. Donc, il y a une vraie logique là aussi de responsabilisation du référent déontologue. Le tout est de savoir quel est le temps qu'il aura dans les projets de décret, ça me semble un petit peu restreint, pour justement travailler ces dossiers qui, par définition, sont des dossiers compliqués, puisque l'autorité hiérarchique elle-même n'aura pas réussi à les analyser. Et puis, toute dernière question technique, si je puis dire, qui nous avait été envoyée par mail avant la webconférence, la moindre des choses, c'était que je la pose. Pouvez-vous nous confirmer que concernant la disponibilité, on revient à d'autres sujets, la CAP n'est plus saisie que pour les licenciements après 3 refus de poste et non plus pour toute demande de disponibilité ou de réintégration après disponibilité? En état actuel du projet de décret et de la loi, oui. Absolument. Ouais. Très bien. Et puis, il y avait une question générale qui est revenue à plusieurs reprises. On a l'impression que cette loi aborde très peu les institutions de la FPT. Ce volet a-t-il été sacrifié ou est-ce qu'il sera traité, abordé par la suite dans des ordonnances? Les deux. Il y a un tout petit peu il y a quelques dispositions sur les institutions, je pense au centre de gestion, je pense au CNSPT, mais il y a surtout un projet d'ordonnance qui, de mémoire, vise à permettre au gouvernement d'agir en vue du rapprochement et des modalités de financement de l'ensemble des organismes de formation qui interviennent dans la formation des agents publics. Donc je pense que ça sera probablement à ce moment-là où on aura davantage de dispositions institutionnelles que ce qu'on a aujourd'hui dans la loi de transformation. Oui, je n'ai pas rien de plus à ajouter. Donc, ce qui me permet de dire qu'il y aura également, parce qu'évidemment on n'a pas pu répondre à toutes les questions qui nous ont été posées, d'autres webconférences sur ce sujet-là qui seront organisées par VECA dans les mois à venir, et puis aussi à l'occasion de la sortie des différentes ordonnances. Puisque nous arrivons maintenant à la fin du temps dont nous disposions pour cette webconférence et qu'on va devoir y mettre terme. Pour tous ceux qui n'auraient pas eu de réponse, il y a aussi cette solution, c'est de poser leurs questions à VECA, qui est un service expert, VECA Minexpert, qui pourront vous répondre sur des questions en général d'ordre réglementaire. Je signale également l'existence d'un livre blanc qui a été publié par VECA sur la loi. Je signale également les différents articles de Samuel Diens dans la presse territoriale en général. Je remercie également la CASDEN qui nous a permis de faire cette conférence aussi intéressante. Et puis surtout, je remercie nos deux intervenants pour leur disponibilité, la clarté de leurs réponses. À très bientôt. Merci. Merci.